Alors, bonjour à tous. Il n'y a pas de son pour l'instant, on n'a pas encore débuté. Par contre, est-ce que vous pouvez, par contre, couper vos micros pour éviter les interférences, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonjour aux derniers arrivants. On va commencer dans quelques petites minutes, histoire d'attendre que tout le monde arrive, et puis c'est parti. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui, c'est bon? Bien entendu, à la fin, on a prévu un temps de questions où là, vous pourrez poser toutes les questions que vous le souhaitez. Je me présente, je suis Sandrine, je suis infirmière au CPIAS Bretagne, qui est le centre de prévention des infections associées aux soins, et je suis avec Anne de l'EMA du CHU de Rennes, donc de l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie, et on tenait énormément à remercier l'URPS des infirmiers libéraux qui nous permet de faire ce petit topo avec eux. Euh, Monsieur Toraval, je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot avant de commencer. Non, non, je vous laisse continuer. Bienvenue à tous. Et puis moi, je prendrai la parole en fin de présentation. Alors, pas forcément dans mon rôle de président du RPS, mais là, je prendrai ma casquette d'expert nomenclature pour la cotation des actes que vous allez décrire. Très bien. Donc, comme vous disait M. Toraval, donc va y avoir plusieurs parties donc, sur cette présentation. Une première sur le pipeline avec les généralités, avec le pansement, avec les complications. Une deuxième partie qui sera plus sur comment déclarer des événements indésirables. Et la troisième partie avec M. Toraval sur les cotations. Je vais juste reprendre la parole pour demander aux participants vraiment de vérifier s'ils ont coupé leur son. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un tousse, ou je pense à Catherine, par exemple, qui ne doit pas avoir son micro coupé, et ça coupe en tout cas, ça coupe l'image, et ça risque de couper la présentation. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez la diaporama? Super, top. Eh bien, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va vous parler du PICLINE. Comme je vous disais tout à l'heure, un petit point sur les généralités, le pansement, la surveillance des complications, donc le signalement des infections et la cotation juridique. Quelques généralités. Donc le PICLINE, c'est un cathéter veineux central. Donc je vous ai remis là les différents cathéters qui existaient, les cathéters périphériques, donc la VVP courte et le midline, et le cathéter central, donc les voies veineuses centrales, les chambres implantables et le PICLINE. Donc sur ce petit tableau, on peut voir voilà, les différences. Et donc, le PIC fait partie des cathéters centraux. Pourquoi il fait partie des cathéters centraux? Parce qu'en fait, on voit que son extrémité distale se termine à l'entrée du cœur. Donc c'est pour ça que c'est une voie veineuse centrale, à la différence par exemple du midline où le cathéter s'arrête au-dessous de la clavicule. C'est pour ça que c'est une voie veineuse périphérique. Un petit rappel également, il y a deux types de PIC line. Alors, je ne sais pas lesquels vous rencontrez vous. Il y a les pics avec valve intégrée et les pics sans valve intégrée. Donc, le pic sans valve intégrée, il faut savoir qu'il a un clan. Et lui, il faut lui rajouter absolument une valve bidirectionnelle qui sera changée tous les 7 jours lors de la réfection du pansement. Alors que les pics avec valve intégrée n'ont pas nécessité de rajouter dessus une valve bidirectionnelle. Un bouchon Luerloc stérile suffit. Je vous montre une petite vidéo sur la pose du PIC line. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément comment on le pose, donc je vous ai mis une petite vidéo rapide, voilà, sur la pose. Donc en premier lieu, donc, le radiologue repère la veine sous échographie. Ensuite, il fait une anesthésie locale. Il, toujours sous contrôle écho, il repère et donc là, il pose le guide du PIC. Une fois qu'il a posé son guide, là, il fait une légère insertion, c'est pour que ce soit plus facile après à passer le reste.
Donc, une fois qu'il a posé, ensuite, il fait un contrôle, pardon pour le son, un contrôle sous radio et il finit par mettre le cathéter du pic avec son guide, le petit cathéter que celui qu'on connaît qui est violet. Il fait un premier instant pour être sûr que tout passe bien. Il pose la valve bidirectionnelle parce que dans le cas là, c'était un pic sans valve. Tu vas regarder ça en mangeant? Ouais. Pour les personnes, je veux bien que vous coupiez vos micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, il finit par mettre le pansement. Hop. Un deuxième rinçage pour être sûr que tout va bien. Et voilà. Voilà. Ça vous donne un aperçu de la pose d'un pic. Ça dure une vingtaine de minutes à peu près. Voilà. Donc, pour le pansement du pic line, je vais vous montrer également une deuxième vidéo qui est disponible sur le site du CEPIAS en accès libre. Il ne faut pas hésiter à aller voir. Donc, petit rappel sur la tenue propre avec un masque, tablier, coiffe à usage unique, masque également pour le patient. Au préalable, bien entendu, on effectue une hygiène des mains avec un produit hydroalcoolique et on prépare son matériel. On prépare le patient en posant un champ sous son bras pour avoir un champ propre. Puis, on va effectuer les différentes étapes. Donc, une friction hydroalcoolique, on met les gants, on retire le pansement protecteur, on stabilise le pic avec une bandelette adhésive sur le cathéter, on décolle le système de fixation à la peau, on enlève sa première paire de gants, on refait une friction hydroalcoolique, on met des gants stériles et après, donc, on fait la désinfection du point de ponction, on applique le nouveau système de fixation du pic et on ferme le pansement. Donc, les vidéos sont un petit peu en accéléré pour que ce soit un peu plus rapide. Donc, le moment peut-être le plus délicat, c'est d'enlever le système de fixation. Ça, c'est où je suis, mais ouais. Donc, voilà. Bien penser à
placer la valve bidirectionnelle purgée et vissée directement sur la seringue de l'UR-Lock, ça fait gagner beaucoup de temps et ça permet de tout faire en même temps. On va aller à côté de la fenêtre. Attention à vous. Tac. On va prendre laquelle. On désinfecte. Soir, Stephen vient aider l'enfant à se préparer pour la nuit. On va la faire en escargot, voilà, en tournant autour du point de fonction. Une organisation indispensable à ce maintien à domicile. Il y a une maison qui est bien, Patrick qui a des trucs à côté, son fils aussi pareil. Donc, bien entouré, et puis ça lui permet de pouvoir tester. Nous, on respecte bien les 5 temps avec savon, rinçage, séchage et antiseptique. Je sais que des fois, ça peut se faire juste à l'antiseptique, mais c'est quand même mieux de bien garder le savon et le rinçage à l'eau stérile ou au sérum phi. Stephen fait partie des 6 infirmières de droit qui sillonnent les routes de ville tous les jours. Je pense qu'il y a encore des micros d'ouvert, je suis désolée, mais on entend les infos. Je ne sais quoi. Ça commence à diminuer, on est à la fin de l'été. Mais on a eu des 50-60 patients dans la journée. Stephen a commencé sa journée à 6 heures ce matin. Pardon, excusez-moi. Patrice Toraval, vous pouvez pas couper les micros depuis votre poste d'organisateur de tout le monde? Pas quand c'est sur les téléphones portables. Ah, parce que là, c'est Samsung SM, j'arrive pas à voir qui c'est, qui regarde des vidéos à côté. Je vais couper celui-là. Donc, bien effectuer le rinçage pulsé. Donc, le pansement est à refaire tous les 7 jours et en même temps, on change la valve bidirectionnelle. On va revenir après sur le rinçage du pic de manière plus précise. Ok. Alors, on va vous parler maintenant des complications qui peuvent survenir quand on est porteur d'un PICC line. Donc, l'infection, d'abord, c'est quand même ce qu'il y a de plus courant au point de ponction ou alors sur le trajet du cathéter. Donc, d'où la rigueur dans la réfection du pansement, savon, sérum phi, séchage et antiseptique. Et l'utilisation de compresses imbibées d'antiseptique alcoolique également et lors de la manipulation. La thrombose veineuse, ça peut arriver aussi. Un hématome, ça arrive aussi souvent après la pause. Le saignement. La ponction artérielle ou veineuse au moment de la pause, ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Le retrait accidentel, ça nous est déjà arrivé. Et la rupture ou la migration du cathéter, c'est rare, mais c'est déjà arrivé quand même. Alors, la bonne surveillance et puis les signes qui doivent alerter et du coup la conduite à tenir. Donc, en cas de douleur, l'absence de reflux, un pic qui n'est pas franchement perméable ou une perfusion qui est plus difficile, bah, du coup, il est peut-être bouché. Donc, dans ces cas-là, il faut contacter votre médecin. Le pic a pu bouger également. Vous débouchez pas le pic, il y a un risque de rupture du cathéter ou de migration de caillots dans la veine. Une fuite au niveau du PICC line, ben, clairement, c'est ce qui est écrit, hein, clamper et contacter le référent hospitalier. Et dans ces cas-là, les gens seront vus en consultation assez rapidement. Et ça vaut aussi donc, pour ce qui est rougeur et les écoulements en point de fonction, l'apparition de frissons ou de fièvre ou un gonflement visible clairement au niveau du PICC line ou même au niveau du membre supérieur. Ça peut faire suspecter une thrombose. Voilà, donc dans ces cas-là, même cas, prévenez rapidement. Donc, soit c'est les urgences si c'est le week-end, soit c'est contacter le centre hospitalier rapidement, quoi, en journée. Alors là, on vous a mis des photos de patients qu'on suit en consultation et qui sont porteurs d'un PICC line. Donc, il n'y a pas de piège dans nos photos, mais on vous a mis plusieurs photos. Donc là, c'est un cathéter, un PICC, en fait, clairement, qui est propre, il n'y a pas de souci. On voit des petits points rouges, mais c'était rien de particulier, ça.
Là, on voit une infection donc, au point de ponction. Le pic a été retiré après que le médecin, du coup, après qu'on ait appelé le médecin pour qu'il visualise le PICC line. Voilà. Et là, donc là, clairement, c'est sale et en plus, il y a une infection en fait au point de ponction. Donc là, le pic a été retiré, bien évidemment. Et le dernier PICC line, la dernière photo enfin, une des dernières, c'est celle-là. Donc là, les ailettes du pic sont clairement tout en haut, là, au niveau de la chemise. Le patient est resté a priori 5 jours comme ça à domicile. Donc il y avait le pic était clairement ressorti. Il y avait 2 opsites du coup de poser. Il y avait une extravasation parce que du coup l'antibiotique passait sous la peau et en plus il a fait une allergie au Griploc. Et là, donc cette fois-ci, là, c'était une thrombose veineuse et on avait un œdème au niveau du bras du patient. Voilà. Et la petite dernière, en fait, c'était un hématome qui s'était constitué du coup après le point d'insertion, qu'on voit pas très très bien, mais l'hématome était juste après. Alors là, on va vous présenter des petites questions pratiques, ou en tout cas du pratico-pratique lors de l'utilisation du PICC line. Donc d'abord, les manipulations, comme vous a dit Sandrine, évidemment, on utilise le produit hydroalcoolique et on utilise les PICC line avec des compresses imbibées d'un antiseptique alcoolique, notamment pour les valves et les robinets. Alors les valves, elles sont utilisées initialement pour la prévention des AES et du risque d'embolie gazeuse. Il n'y a pas besoin d'aiguille pour injecter à travers la valve. On les retire jamais hors pansement. C'est un système clos, donc vous pouvez faire des injections ponctuelles ou continues ou des prélèvements du coup à travers. Les rinçages pulsés, donc toujours avec du sérum physiologique en l'absence de perfusion, c'est nécessaire. Et donc elles sont à changer sinon tous les 7 jours lors de la réfection du pansement. Alors le rinçage pulsé, donc il est à faire toutes les semaines à la réfection du pansement et après le changement de valve bidirectionnelle. Et sinon, après toute injection, prélèvement ou passage d'un produit lipidique ou dérivé du sang. Et par la ligne de perfusion principale. Si vous avez des PICC line qui sont pas trop perméables, vous n'hésitez pas à clamper si c'est un pic avec clamp. Vous clampez votre pic, vous enlevez la valve bidirectionnelle et vous venez faire votre rinçage directement au PICC line en fait. Et surtout, comme c'est marqué, quand vous faites un rinçage pulsé. Donc, c'est toujours par petite pression de votre seringue, mais il faut toujours au minimum des seringues de 10 ml, voire de 20. Parce que si vous prenez une seringue beaucoup plus petite, comme une seringue de 5 ml, en fait, la pression est trop forte. Et donc, du coup, vous risquez de perforer le PICC line à l'intérieur. Jamais en dessous de 10 ml. Voilà. Les changements de ligne principale et valve bidirectionnelle, donc au moment de la réfection du pansement, donc tous les 7 jours. Et la ligne secondaire, entre 2 produits, après un produit sanguin labile, etc. Les bilans sanguins, donc il faut les faire en proximal avec un corps de pompe. Réaliser un rinçage de 10 ml de NaCl avec une seringue Verloc et ensuite une purge avant le prélèvement et une autre purge après le prélèvement de 20 ml. Ça arrive qu'on ait des résultats qui soient perturbés quand on prélève, quand on fait un bilan sang sur un PICC line. Alors nous, on n'est pas on n'est pas très fan des bilans sur PICC line parce que ça perturbe les résultats. Donc il y a une étude qui est en cours là actuellement dans le service pour voir justement quelle est la bonne dose de purge à faire avant un bilan sanguin sur un PICC line. Alors la prévention, donc c'est à tous les stades du début jusqu'à la fin. Donc ça commence par la préparation cutanée, les bonnes conditions de pose donc en salle de cathétérisme, la bonne réfection du pansement donc selon la conduite à tenir, les manipulations des robinets comme on a dit avec des compresses et des gants, les rinçages à faire très régulièrement, la surveillance du point d'insertion.
Il y a dans la vidéo qu'on vous a passée, le pic line en fait est monté jusqu'à la garde. Ça arrive parfois que certains pics, selon les opérateurs, ça dépend, parfois ils laissent 5 cm. Donc surtout, à chaque fois que vous faites la réfection du pansement, notez bien la graduation du pic où il en est. Idéalement, c'est bien quand ils sont montés jusqu'à la garde, comme ça on sait que le pic a été monté jusqu'au bout et qu'on n'a rien qui ressort. Donc bien penser à regarder le point d'insertion et surtout la graduation. Et donc, à bien tracer la date de pot de la graduation, la réfection du pansement avec les jours, et puis le motif, et puis l'aspect. Et la protection du PICC line, donc lors des soins d'hygiène, on vous a mis des photos de manchons. Il y a des patients qui utilisent ça à domicile. Ça, je crois qu'ils ont commandé ça sur Amazon. Et en fait, ça remplace un petit peu le film alimentaire lors des douches, quoi, par exemple. Voilà. Donc voilà pour la partie pansement et complications. Donc je vais laisser maintenant la place à Stéphanie Leflot, qui est responsable du CEPIAS, elle qui va vous faire un point sur le signalement des événements indésirables en ville. Bonjour à tous. Alors, j'ai essayé de partager l'écran. Écran 1, ouais, et après tu te mets là en mode diapo. Voilà, donc normalement ça devrait être bon. Donc moi je suis Stéphanie Leflot, je suis praticienne hygiéniste responsable du CEPIAS Bretagne. Et je vais vraiment vous faire un tout petit point d'information, hein, l'objectif n'est pas de détailler, sur le dispositif de signalement des événements sanitaires indésirables. Alors on a en France un certain nombre de dispositifs alors dont l'interopérabilité n'est pas toujours évidente, hein, je suis d'accord avec vous, qui ont des objectifs différents, qui répondent à des besoins différents. Donc, il y a des dispositifs d'alerte qui permettent de faire passer de manière assez rapide et sans conformisme particulier une information urgente. Et vous savez qu'on a à l'ARS un service qui réceptionne ces signaux. On a des dispositifs de déclaration qui, là, sont plus formalisés justement avec souvent des transmissions de données individuelles liées à des patients. Par exemple, les déclarations obligatoires, c'est un dispositif de déclaration. Non, moi je vais vous parler du dispositif intermédiaire, qui est le dispositif de signalement qui permet effectivement de déclarer un événement. Donc ce n'est pas des données nominatives, c'est un épisode, un truc, un événement qui se passe. Quoi qu'il en soit, tous ces signaux arrivent tous au même endroit, c'est-à-dire au point focal régional de l'ARS, qui est la cellule de veille de l'ARS, qui va les réceptionner et les traiter, sachant que cette cellule de veille, elle est opérationnelle 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors, très rapidement, je rappelle juste ce que c'est qu'un événement sanitaire indésirable. Donc, c'est une réaction qui n'est pas souhaitée, qui peut affecter la santé et qui peut être consécutive à un certain nombre de choses, comme par exemple la prise d'un médicament, l'utilisation d'un matériel médical, l'utilisation d'un produit ou une substance de la vie courante. Donc, ça peut être un produit ménager, par exemple, ça rentre dans ce cadre-là, ou éventuellement un acte de soin. Là, c'est vrai qu'on se sent un petit peu plus concerné par l'acte de soin. Alors, quand cet événement sanitaire indésirable, il est à la fois associé aux soins, à la fois avec des conséquences graves pour le patient, qui sont soit le décès du patient, soit effectivement une mise en jeu du pronostic vital ou fonctionnel, et qu'en plus il est inattendu, eh bien, il rentre dans la catégorie des événements indésirables graves qui vont, vous allez le voir, avoir un droit à un traitement spécifique et extrêmement particulier des autres événements sanitaires indésirables. Alors, comment est-ce qu'on signale? C'est simple, il y a un portail unique maintenant de signalement, dont vous avez l'adresse là, et tout le monde peut signaler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les professionnels de santé qui peuvent signaler, un particulier, qui peut être vous et moi, quand on retire notre blouse blanche, ou un aidant, une association, un représentant d'une école, peut signaler sur le portail. Tout le monde peut signaler sur ce portail, qu'on soit représentant d'une structure sanitaire ou médico-sociale, qu'on soit un professionnel de santé, quel que soit le mode d'exercice d'ailleurs, qu'on soit aussi un professionnel autre, qu'on soit un responsable d'une entreprise, un exploitant, un distributeur ou un particulier.
on peut signaler ces événements sanitaires indésirables sur le portail. Alors évidemment, quand on est un particulier et qu'on veut signaler, eh bien, on a une petite page qui nous informe quand même qu'en fonction de notre demande, eh bien, on peut avoir d'autres dispositifs qui sont plus adaptés en fonction de la thématique et que par exemple, si on a une réclamation à faire sur la qualité d'un soin, eh bien, on peut, dans le secteur sanitaire, hein, si c'est une prise en charge hospitalière, on peut solliciter la commission des usagers ou le conseil de l'ordre si c'est un soin qui a été réalisé en ville, que si on s'estime victime d'un accident médical ou d'une infection nosocomiale, on peut solliciter l'ONIAM, donc l'organisme qui va indemniser les accidents médicaux. Si effectivement on souhaite attirer l'attention sur des questions relatives à la santé, à la sécurité, au bien-être des usagers, on peut solliciter l'ARS et que si on souhaite faire valoir ses droits, eh bien on peut solliciter les associations d'usagers qui sont agréées. On peut quand même laisser son signalement sur le site, hein. On n'est pas obligé de battre en retraite ou d'aller voir ailleurs, mais voilà, on donne quand même des orientations pour expliquer qu'il y a d'autres dispositifs qui sont peut-être plus adaptés que laisser son signalement sur le portail de cette manière. Donc à quoi ça sert de signaler? Bah, ça a plusieurs objectifs. Le premier, c'est qu'on va faire remonter des signaux qui peuvent paraître émergents, c'est-à-dire que vu de son petit côté ou de la petite boule de la lorgnette, on a un signal à faire remonter, mais quand vous avez un signal, que quelqu'un d'autre a le même signal et qu'encore une autre personne a le même signal, bah, au final, ça finit par faire beaucoup de signaux, et là, ça commence à faire une information effectivement intéressante. D'un point de vue de l'usager, c'est un acte citoyen au bénéfice de la collectivité, hein, puisqu'on peut avoir un impact, des prises de décision à prendre sur la santé de la population, hein. Sans les signaux, l'ARS n'aurait pas pu, faire remonter très récemment, et je pense que vous l'avez vu, les rappels sur des lots de farine de sarrasin bio contaminés par du datura. Et effectivement, c'est ce croisement de signaux qui a permis d'identifier, cette problématique, de farine de sarrasin. Effectivement, tout ça, ça va participer à l'amélioration de la qualité, donc des médicaments, des produits de santé et de la sécurité des soins, bien évidemment. Alors les particuliers n'ont pas d'obligation, de signalement, hein. C'est vraiment l'acte citoyen, donc ils signalent s'ils le souhaitent. En tant que professionnel de santé ou représentant de structures sanitaires ou médico-sociales, on a effectivement des obligations, de signalement qui sont dans le code de la santé publique, hein. Je ne vais pas reprendre, je pense, tous les articles, c'est peut-être pas nécessaire. Donc voilà à quoi ressemble la page d'accueil du portail de signalement. Donc vous êtes en fait guidé dès que vous vous connectez, tout au long du processus de signalement. Voilà, vous avez des aides en permanence qui vous permettent de choisir, ce que vous devez signaler et dans quelle catégorie, ça figure. Alors j'ai essayé de reprendre les événements sanitaires indésirables qui pouvaient vous concerner, hein, parce qu'il y en a une liste qui est quand même très, très longue. Globalement, on retrouve, tout ce qui concerne les vigilances sanitaires. Alors je les ai pas mis toutes, il y en a beaucoup, de vigilance sanitaire, mais on peut effectivement avoir des problématiques liées à la dictovigilance, donc à des usages détournés avec des addictions sur des produits que vous pouvez constater chez certains de vos patients. Les problématiques de matériovigilance, mais ça vous connaissez, de pharmacovigilance, aussi, réactovigilance avec des autotests ou des tests antigéniques, c'est possible. Effectivement, l'infectiovigilance, ça c'est ma partie, hein, donc quand, la personne clique sur cet item-là, eh bien le signalement va me parvenir. Pour tous les autres, ils ne nous parviennent pas au CEPIAS, c'est uniquement quand la case infectiovigilance est cochée que le signalement nous parvient. Après, vous avez tout ce qui est lié aux produits de consommation, donc la cosmétovigilance, la nutrivigilance, la toxicovigilance, et puis également tout ce qui concerne les violences en secteur libéral. Et donc, pour ce qui concerne la nutrivigilance et les violences en secteur libéral, eh bien, quand vous cliquez sur ces liens-là, vous allez être rebasculé sur les sites ad hoc, voilà, connus et qui ont pignon sur rue, le site de l'ANSES, donc pour la nutrivigilance, et l'Observatoire national des vigilances pour effectivement les vigilances ou les violences en secteur libéral. Après, effectivement, on retrouve les événements indésirables graves liés aux soins. Alors, on va voir, ceux-là, ils ont un traitement particulier. Pour globalement, tous les signalements qui sont possibles, en fait, une fois qu'on veut saisir en ligne, une fois que la saisie est commencée, il faut aller jusqu'au bout. Donc, on vous propose d'emblée des formulaires PDF qui permettent
d'imprimer, de lister toutes les informations pour pouvoir ensuite saisir en une fois en ligne. Sinon, s'il faut réfléchir à chaque case, vous risquez de vous retrouver en difficulté. Donc, vous avez systématiquement des modèles de formulaires qui sont téléchargeables et imprimables. Là, je vous ai mis par exemple le modèle de formulaire qu'on trouve sur le portail pour tout ce qui est infection associée aux soins. Donc, il y en a plusieurs pages, c'est très simple, hein. On décrit l'événement, on décrit éventuellement les causes immédiates ou les conséquences immédiates, et puis donc le signalement est transmis. Une fois qu'il est transmis, eh bien, il va arriver donc au point focal régional de l'ARS. Il va ensuite être éventuellement rebasculé à d'autres centres qui ont l'expertise sur la thématique, que ce soit des centres régionaux, hein, comme par exemple les centres de pharmacovigilance régionaux, éventuellement à d'autres agences sanitaires plutôt nationales. Et effectivement, de ce traitement de ces signaux vont apparaître un certain nombre d'actions derrière qui peuvent être, voilà, par exemple, pour de la pharmacovigilance, on va avoir une nouvelle notification dans la notice d'un médicament pour alerter sur des effets indésirables qui ont été identifiés. Ça peut être des lancements d'enquête, ça peut être des retraits de marché, hein, exemple de la farine de sarrasin bio, ou des rappels de l'eau, ça peut être des restrictions d'usage, ça peut être effectivement un certain nombre d'éléments qui sont mis en œuvre à la suite de ces signalements. Ça peut être aussi, et c'est le plus souvent, l'information du public et des professionnels sur certains éléments. Alors, je fais juste une dernière diapo sur le cas particulier des événements indésirables graves, puisque moi, je participe à l'évaluation de ces événements indésirables graves. Alors, eux, ils ont, je dirais, un signalement en 2 temps. Un signalement sur un premier volet où on va effectivement remplir un minimum d'informations sur le patient ou le résident, les circonstances de survenue de l'événement indésirable grave, les mesures immédiates qui ont été prises, et puis comment on va s'organiser pour faire l'analyse de cet événement, puisque dans le cadre des événements indésirables graves, on doit absolument réaliser une analyse des causes immédiates et des causes profondes, ce qu'on appelle aussi les causes racines, c'est-à-dire en identifiant les facteurs favorisants avec une méthode bien spécifique qui permet d'identifier tous ces facteurs, voilà, liés au patient, à l'organisation, aux soins, à la structure, aux individus qui ont favorisé la survenue de l'événement grave. Et donc tout ça, ça va se faire au cours d'une réunion qu'on appelle cellule de retour d'expérience ou réunion de retour d'expérience. Donc on va analyser la chronologie de l'événement, on va utiliser une grille méthodologique pour analyser les causes profondes et les identifier, et on va essayer d'identifier toutes les barrières de sécurité qui n'ont pas fonctionné. Je vous rappelle que l'événement indésirable grave, c'est, je dirais, le modèle du fromage suisse ou du fromage à trous, c'est-à-dire un certain nombre de barrières qui sont censées fonctionner. Et malheureusement, quand les barrières ne sont pas comme il faut et que tous les trous sont alignés, eh bien, l'événement indésirable se produit. Donc l'objectif, c'est de comprendre pourquoi on est arrivé là et de comprendre quelles barrières, effectivement, qui auraient dû fonctionner pour rattraper l'événement, n'ont pas fonctionné. Et une fois que le volet 1 a donc été rempli, la structure a 3 mois pour remplir le volet 2, qui va préciser effectivement l'analyse, la synthèse de l'analyse des causes profondes qui a été menée, avec le plan d'action qui est derrière et les échéances de mise en œuvre. Alors si j'en fais un point particulier, c'est qu'effectivement, tous ces événements indésirables graves, ils sont vus en réunion régionale de sécurité sanitaire, hein, avec l'ARS une fois par mois. On étudie donc les volets numéro 2. On a à peu près entre, allez, on va dire 15 à 20 signaux graves qui sont remontés chaque mois, alors qui sont essentiellement, hein, il faut être clair, de la pharmacovigilance, donc des problématiques d'erreurs médicamenteuses, d'erreurs de programmation, par exemple de pompes d'administration, des problématiques liées à l'identivigilance avec un patient qui reçoit le traitement d'un autre patient, des problématiques voilà, de retranscription, comment dire, d'ordonnance avec des erreurs lors de retranscription, alors qu'on sait que c'est effectivement pas l'idéal. Donc c'est essentiellement ces problématiques-là qu'on retrouve. En deuxième, on a souvent des problématiques de fugue et suicide. Alors je sais, c'est pas très joyeux, hein, les RSS, mais voilà, c'est une réalité. On a aussi beaucoup de problématiques liées aux prises en charge de périnatalité, donc de femmes qui viennent pour accoucher, qui souvent se terminent malheureusement pas très très bien. Et puis on a après, rarement des problématiques d'infections associées aux soins, graves, hein. Il y a d'autres dispositifs pour les signaler, donc on les retrouve pas très fréquemment. On est vraiment très bloqué, pharmacovigilance, un peu de matériovigilance. Voilà, des problématiques de sangles, de lèvres malades, qui
qui lâchent, de matériel dysfonctionnant, voilà, d'interfaces de logiciels, hein, qui sont dysfonctionnantes aussi. On retrouve, voilà, ces événements-là, parmi les événements désirables graves qui sont traités, en réunion régionale. Voilà, c'était vraiment un petit point rapide. Je répondrai à vos questions si vous en avez. J'arrête le partage. Je ne sais pas si vous connaissez ce portail? Personne ne connaissait le portail? Oui? Ah, il y a une question. Je vous en prie, Oui, monsieur Soro? oui, Fabien Soro. Je me posais la question sur le portail que je connaissais, mais est-ce que la réhospitalisation est considérée comme un événement indésirable grave? Parce que c'est souvent des choses qui se produisent. Est-ce que ce serait analysé au niveau régional si on avait des réhospitalisations de patients suite à des sorties hospitalières qui ne se passaient pas correctement? Dès lors que ça met en jeu le pronostic vital, ou qu'il risque d'y avoir des conséquences ou des séquelles, oui. Sinon, non. C'est pas considéré comme grave. Il nous arrive effectivement de requalifier certains événements indésirables qui ont été considérés graves par le signalant comme des événements indésirables, sanitaires, mais pas graves. Pour que ce soit grave, il faut que ce soit associé aux soins, avec mise en jeu du pronostic vital et que ce soit inattendu. Là, pour le coup, parfois les réhospitalisations, malheureusement, elles sont un peu attendues. Pour moi, dans la définition de hospitalière, il y avait aussi la prolongation d'hospitalisation. Et en fait, là, c'est juste une sortie pour une réhospitalisation, donc ça considéré comme une prolongation de hospitalisation. C'est pour ça que je posais la question. Alors, vous pouvez le déclarer comme un événement indésirable lié à une prise en charge, mais qui ne sera pas forcément traité comme un événement indésirable grave. Mais il D'accord. sera traité quand même, hein. Et s'il y a des conséquences sur le patient, S'il y a des conséquences sur le patient, oui. Pour le coup, oui. Vous pouvez le déclarer en événement indésirable grave. d'accord. Pas d'autres questions? Eh bien, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Je laisse la parole à Monsieur Patrick Touraval pour la partie cotation. Je vous laisse prendre le partage d'écran. OK. Donc, on démarre, hein, c'est assez rapide parce qu'il n'y a pas vraiment de cotation spécifique au PIC line, hein, ça va concerner toutes les voies centrales. Donc, une première cotation, alors toutes les cotations qui concernent le PIC line sont décrites dans les soins spécialisés. Je vous rappelle que dans les soins spécialisés, la cotation inclut la tenue du dossier de soins et éventuellement les transmissions d'informations aux médecins prescripteurs. Alors, séance d'entretien de PIC line qui inclut le pansement de pic, décrite à l'article 1, soins spécialisés, qui se cote en AMI 4. Un petit point d'attention sur l'absence de cotation de la majoration de coordination infirmière, qui souvent, dans l'esprit de beaucoup, est associée à tous les pansements en AMI 4, mais là, en l'occurrence, pas de cotation de MCI, uniquement les pansements qui sont décrits dans l'article 3, soins courants, et dans l'article 5 bis, soins spécialisés, qui concerne les patients diabétiques. Cette cotation AMI4, elle ne se cote que en dehors des séquences de perfusion, c'est-à-dire pour des cathéters qui sont en attente. Si vous avez des patients qui sont perfusés, le pansement de PIC line, il sera coté soit dans le forfait AMI 5 de retrait de perfusion, qui inclut le pansement, soit dans la cotation d'une perfusion courte sous surveillance continue, qui inclut aussi la cotation du pansement dans le retrait. Le prélèvement de PIC line sur le prélèvement sanguin pardon, sur PIC, hein, il est décrit lui aussi dans les soins spécialisés à l'article 2. Alors la cotation, vous pouvez changer de diapo, je crois. Non, vous restez, elle est incomplète. La cotation peut paraître assez minime puisque c'est un AMI 1, alors que le prélèvement sanguin par ponction veineuse directe est coté en AMI 1,5. Mais quand vous intervenez sur un PIC line, pour faire un prélèvement sanguin, vous avez forcément une cotation de séance d'entretien qui va y être associée. Et là, je lance un petit appel aux prescripteurs. Je ne sais pas s'il y en a en ligne, mais
Aujourd'hui, au regard des contrôles qui sont opérés par l'assurance maladie, la cotation AMI 4 pour la séance d'entretien associée au prélèvement veineux plus 1 sur 2, elle n'est prise en charge par l'assurance maladie que si la séance d'entretien est prescrite. Si vous n'avez qu'une prescription de prélèvement sanguin sur PICLINE et que vous cotez 4 plus 1 sur 2, vous avez un risque d'indu au motif que la séance n'est pas prescrite, même si vous la réalisez. Un tout petit point aussi sur le fait que le prélèvement sanguin sur PICLINE ne se cote pas à taux plein avec un autre acte, simplement parce que le cumul à taux plein est uniquement prévu avec le prélèvement sanguin en prélèvement veineux direct. Slide suivante, s'il vous plaît. Les cotations de pansement de cathéter associées aux perfusions ou aux injections. L'injection par cathé est cotée AMI 3, elle inclut le pansement. Si vous avez un retrait de perfusion, eh bien, il est coté en AMI 5, pas de cotation supplémentaire, ce forfait incluant déjà un pansement, on l'a évoqué précédemment. Si c'est une perfusion courte de moins de 1 heure, sous surveillance continue, AMI 9 pour l'ensemble des patients ou AMI 10 pour les patients cancéreux ou immunodéprimés, cette cotation inclut le pansement. Pour les autres cotations de perfusion, quand vous utilisez les cotations AMI 4,1, 14 ou 15, le pansement se cote en AMI 2 sur 2, pas en AMI 4, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, car vous êtes dans une séquence de perfusion, et si vous allez regarder le libellé de la séance d'entretien, il est précisé que cette cotation est en dehors de séquence de perfusion. Slide suivante, s'il vous plaît. Ben, le prélèvement sanguin, oui, je sais pas. Je vous ai fait le topo avant. C'était une petite erreur sur la présentation, hein, mais je ne vais pas vous répéter tout ce que je vous ai dit précédemment. Mais on est bien sur ce que je vous décrivais, 4 plus 1 sur 2 avec la séance ou 1 sur 2 pour la perfusion, avec un retrait de perfusion, un changement de flacon, une séance de pause, une perf courte, plus AMI 1 sur 2. Pour le prélèvement sanguin. Voilà. Retrait de PICLINE, un petit point. Il n'y a pas de cotation prévue pour cet acte à la NGAP. Pourquoi il n'y a pas de cotation? Parce que cet acte ne relève tout simplement pas de nos compétences. Les jurisprudences en la matière sont constantes et condamnent vraiment les infirmières qui le font, y compris en milieu hospitalier, y compris dans les services où la pratique est habituelle. L'infirmière qui pratique cette ablation de PICLINE, y compris sur prescription médicale, s'expose à des sanctions pénales ordinales. Pour le midline, j'en profite pour faire un tout petit point. Les risques sont beaucoup plus limités par rapport à un pic, mais si on va regarder d'un petit peu plus près le code de santé publique, il ne nous autorise qu'au retrait d'un cathéter dans une veine périphérique. Jusque-là, tout va bien, mais cette veine périphérique doit en plus être une veine superficielle. Or, souvent, la voie d'abord utilisée pour la pose des midlines sont des veines profondes. Donc, pas de cotation. Et si vous êtes en possession de prescriptions qui vous demandent de retirer le PICLINE, ça arrive extrêmement rarement, souvent des erreurs de prescription. Pour le midline, c'est plus courant et normalement, on n'y est pas autorisé. Slide suivante. J'avais pas d'autres slides derrière. Ouais, c'était ma petite sœur qui apparaissait à l'écran, qui est connectée et qui n'a pas dû fermer son micro. Voilà. Bon, après, si vous avez des questions, je peux y répondre tout de suite. Nathalie. Donc, n'hésitez pas pour les questions. Merci, Monsieur Toraval, pour votre intervention. Oui, Monsieur Soro? Oui, j'ai de nouveau une question. En fait, j'ai tout à l'heure sur le pansement, en fait, il y a quelqu'un qui est intervenu qui n'avait pas coupé son micro et du coup, il y a une notion sur si autour du PICLINE, c'est pas souillé, une désinfection seule suffit, c'est ça? Mais
Voilà, Alors, s'il n'y a pas du tout de sang, au niveau des recommandations, ils disent qu'une désinfection seule suffit. d'accord. Après, voilà, c'est au niveau des recommandations nationales. Après, c'est vrai que faire, vu qu'ils ont quand même pendant une semaine, voilà, que ça a transpiré et tout, un petit coup de savon et bien rincé, surtout bien séché, ça fait pas de mal non plus, quoi. D'accord. Savon quelconque, du coup. Ah oui, un savon liquide neutre. D'accord. Ok. Ok, ok. Non, non, parce que j'avais pas cette notion-là. Moi, c'est vrai que chaque fois, je lui fais le 5 temps. Donc, Oui, 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 bah, c'est vrai qu'on a appris avec le 5 temps, les recommandations ont un petit peu changé de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que, bon, déjà, c'est rare d'avoir un pansement, enfin, un pic parfaitement propre. Et en plus, voilà, au niveau de la transpiration, bon, on dit que vous pouvez continuer en 5 temps, c'est pas une erreur en soi. d'accord. Merci. Il y a une question sur la possibilité d'avoir le diapo. Oui, 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 donc ce sera disponible sur le site du CEPIAS, comment, dans l'onglet Ville. Et je ne sais pas s'il y aura aussi au niveau de l'URPS, je ne sais pas. Oui, oui. Oui. Également, il y aura également au niveau de l'URPS des diaporamas. Alors, comment moi, il y a quelque chose, et comment je le sais, mais peut-être ce qui serait intéressant pour les personnes qui sont présentes, c'est de réexpliquer un petit peu ce que c'est le CEPIAS, parce que je pense que vu que ça a changé depuis quelques années, avant c'était les Séclins, etc. Je pense que comment tout le monde ne voit pas un petit peu où vous êtes où vous êtes situé un petit peu dans le système sanitaire. Et je pense que ça peut être intéressant pour nous, infirmiers libéraux, de le savoir. Et quand est-ce qu'on peut faire appel à vous aussi? Alors, le CEPIAS, donc c'est le Centre de prévention des infections associées aux soins. Donc, nous, on est une structure régionale, pilotée par l'ARS. Donc, on est une structure publique. Voilà, et on intervient donc au niveau du sanitaire, du médico-social, et on essaye, voilà, de proposer éventuellement nos services également pour le monde de la ville. Donc, on intervient sur tout ce qui est infection associée aux soins ou tout ce qui est hygiène. Avant, c'est ce qu'on appelait les Séclins. Ça a changé de nom depuis 2017. Voilà, donc on est situé, nos locaux sont situés au niveau de l'EHESP à Rennes, mais voilà, par contre, on peut intervenir sur toute la Bretagne. Et dès que vous avez une question d'ordre que ce soit sur l'hygiène, sur les cathéters ou tout le risque infectieux lié aux soins, vous pouvez nous contacter par mail. Alors, c'est CPIAS-du-6 bretagne chu-du-6rennes.fr. Donc voilà. Et on laissera également nos coordonnées. Enfin, l'URPS nous connaît bien, mais voilà. Et vous pouvez nous appeler n'importe quand à la moindre question. Nous, on est là pour répondre et pour vous orienter. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais Monsieur Soro, ça va? Je sais que vous vous connaissez, mais Oui, oui, mais moi, c'était fait exprès. Et l'avantage, bon, c'est que je connais aussi un peu le monde du libéral aussi. Donc, je sais que, voilà, on n'a pas l'habitude de vous contacter. Je pense pas que vous devez avoir beaucoup non, on n'a pas voilà. beaucoup, mais c'est vrai qu'à la moindre question, faut pas hésiter hein, à nous contacter. Nous, on est là pour vous répondre euh, au mieux possible. Voilà, parce que souvent, c'est vrai que nous, et ça pourra faire l'objet d'un second webinaire, mais en fait, on est très très peu informé aussi sur les BHR en sortie d'hospitalisation et sur justement ce qu'on doit faire à domicile avec ces bactéries hautement résistantes. Les prélèvements sont faits à l'hôpital et généralement, on n'est pas informé de l'existence de ces BHR en fait au domicile. Et on l'apprend après et on se dit: «Bah, merde, en fait, ça fait des mois, peut-être des fois des années, qu'on soigne de façon comme ça et qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Et c'est vrai que ça peut être un appui, vous pouvez être un appui justement à nous apporter ces informations-là et à nous guider. Tout à fait, voilà, faut pas hésiter que ce soit bon pour les BHR, je sais pas, pour des cas de gale, pour n'importe quoi, faut Donc, pas on note pour le voilà. prochain sujet. Et ma collègue prend note pour le prochain sujet sur les BHR, effectivement, si ça, il y a pas de Prochaine souci. visio. Pour la prochaine visio, mais oui, faut pas hésiter sur n'importe quel sujet concernant l'hygiène, nous, voilà, on peut vous aider.
de vous orienter. Et je suis avec donc Anne qui est de l'EMA, donc l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie. Il y a 5 EMA en Bretagne. Alors elles sont en cours de construction, celle de Rennes est plutôt commence à être bien fonctionnelle. Il y en a une autre qui est en train de se faire à Vannes, une qui est en train de se faire à Quimper, une à Brest et une à Saint-Malo. Et voilà, c'est des équipes aussi qui vont essayer, voilà, c'est vraiment sur l'antibiothérapie, sur Anne, elle fait des consultations, c'est elle qui reçoit les patients qui sont porteurs de pics avec des antibiothérapies longues à domicile. Elle les reçoit, elle vérifie que tout va bien. Donc c'est pareil, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des mails, nous on les retransférera s'il y a des questions sur les antibiothérapies. Voilà, c'est ça. Il y a une question sur le chat Ah pardon. sur Ah! est-ce de plus en plus développé la pose des PICC line ou midline? Car on en voit peu. Alors pour les pics et les mines, nous, il y en a beaucoup. Ils en posent beaucoup au Oui. CHU, ils en posent beaucoup. Par an, c'est 1000 à peu près pick line, je crois 1000-1500 et les midline un petit peu moins. Mais oui, il y en a beaucoup. Ça tend à stagner là, mais c'est à peu près ça. Voilà, et pour les antiseptiques alcooliques, mais alors pour les compresses de l'alcool, ça suffit pour manipuler les compresses. Après, faut voir, sinon avec, le médecin prescripteur, Ouais. pour qu'il mette vraiment de l'alcoolique, quoi. Ouais, parce que le problème de la bétadine dermique, c'est que ça va masquer l'aspect de la peau et donc s'il y a une inflammation, on va pas la voir aussi bien en fait, quoi. Après, faut pas qu'il y ait une notion d'allergie non plus à la bétadine. Madame Rimbaud, vous avez une question? Non, j'avais une précision à apporter par rapport à la bétaline alcoolique. Bonjour. Bonjour. On a le droit depuis quelques années de prescrire cette bétadine, enfin les produits alcooliques, les antiseptiques alcooliques. Le problème est que ça n'est pas pris en charge, ça n'est pas remboursable pour le patient. Voilà, c'est tout. Voilà pourquoi, voilà pourquoi aussi les pharmaciens ne délivrent pas les antiseptiques alcooliques puisqu'ils ne sont pas remboursables en ville. Mais il est vrai, Anne, quand même, qu'il est difficile d'avoir de la bêta-alcoolique avec nos pharmacies. La bêta-dermique, on peut en avoir des caisses entières. La bêta-alcoolique, c'est beaucoup plus compliqué. On en a en HAD, parce que quand on a des PICC line ou des MID en HAD, parce qu'ils l'ont, mais en ville, c'est difficile d'avoir de la bétadine alcoolique. Non, tu peux demander au pharmacien, il faut qu'il la commande. Il ne la commandera pas autrement. Si tu lui Ouais, mais demandes. des fois, il la connaît même pas. Alors. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires? Je ne sais pas, monsieur Toraval, si vous voulez rajouter, quelque chose? Non, j'ai rien à rajouter. On est pile dans le timing, il est 15 heures. On avait prévu 1 heure. Donc, bah, merci de vous être connectés. Et puis, ben, pour vos collègues qui n'ont pas pu assister au webinaire en direct, je crois qu'il est enregistré. Je sais pas Bien si enregistré, oui. voilà, on pourra aussi mettre un lien Mmh. sur le site du CBIAS et sur le site de l'URPS. Tout à fait. Bah, merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci à vous. Et merci à l'URPS, pour nous avoir permis de faire cette présentation.